Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, le Mali réclame une compensation pour la libération des 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako depuis le 10 juillet. Compensation qui se traduirait notamment par l'extradition de personnalités politiques maliennes réfugiées en Côte d'Ivoire. Les détails dans ce journal. Au Tchad, le dialogue national inclusif entamé il y a une vingtaine de jours est dans l'impasse. Entre boycott et manifestation, le bras de fer entre les autorités de transition et le principal parti d'opposition, les transformateurs, persiste. Et puis, retour sur la mort de la reine Elisabeth II qui suscite des sentiments mitigés à travers l'Afrique. Au milieu des hommages élogieux, on retrouve en effet les critiques de l'héritage colonial de la Grande-Bretagne sur le continent. Mais tout d'abord, la cérémonie d'investiture de João Lourenço, réélu président de la République d'Angola, après la validation par la Cour constitutionnelle des résultats du scrutin du 24 août dernier, aura lieu ce jeudi 15 septembre à Luanda. 80 000 agents des différents organes de la police nationale seront mobilisés pour l'occasion. La police nationale a notamment appelé les citoyens à s'abstenir de tout acte susceptible de troubler l'ordre public et la sécurité. Sera également investie ce jour la vice-présidente de la République Esperanza Maria Francisco da Costa. Les autorités maliennes souhaitent une solution mutuellement bénéfique pour mettre fin à la querelle diplomatique qui les oppose à la Côte d'Ivoire au sujet des 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako depuis le 10 juillet. Samedi 10 septembre, dans une allocution télévisée, le colonel Assimi Goïta a fait le lien entre les deux dossiers, la libération des militaires ivoiriens et l'extradition de personnalités politiques maliennes qui font l'objet d'un mandat d'arrêt international. Parmi les personnes visées, les observateurs évoquent le fils de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, Karim Keïta, l'ancien premier ministre Boubou Cissé et l'ancien ministre Thiéman Hubert Koulibaly, contre qui la justice malienne a émis des mandats d'arrêt internationaux dans diverses affaires. Les autorités maliennes insistaient pourtant jusqu'à présent publiquement sur un traitement judiciaire du dossier. Écoutons à ce propos le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga. Il y a une médiation qui est en cours. Il y a certains aspects de la médiation que je n'évoquerai pas ici, mais je voudrais dire d'abord la nature hautement judiciaire du dossier. Concernant la Côte d'Ivoire, qui est un pays frère, qui est un pays ami, avec lequel nous n'avons aucune volonté de croiser le fer, je pense que restons toujours sur le plan judiciaire. Vous vous souviendrez que la justice malienne a émis des mandats d'arrêt internationaux contre certains de nos compatriotes qui vivent en Côte d'Ivoire. Et nous avons également été surpris de voir que certains de nos compatriotes vivant en Côte d'Ivoire, malheureusement, utilisent la Côte d'Ivoire comme, je ne vais pas parler de base arrière, mais en tout cas comme terrain, en vue d'attaquer ou de perturber la transition, ce qui est regrettable. Encore une fois, je le dis, je ne sais pas quelles seront exactement toutes les dimensions de la médiation. Encore une fois, je le répète et j'insiste, il s'agit d'un dossier éminemment judiciaire. Au Tchad, des pourparlers cruciaux sur l'avenir du pays qui, selon la junte au pouvoir, ouvriront la voie aux élections ont débuté le 20 août dernier. Dialogue national qui, depuis, a été éclipsé par des retards, des boycotts et des manifestations interdites. Le bras de fer entre le principal parti d'opposition, les transformateurs et le pouvoir en place est au centre de toutes les attentions au Tchad. Des nouveaux heurts sont survenus ce vendredi 9 septembre entre militants du parti et les forces de l'ordre suite à la convocation au tribunal du leader des transformateurs, Succès Masra. À noter que quelques jours plus tôt, le siège du parti avait été encerclé par les forces de l'ordre et plus de 100 militants du parti ont été interpellés. Ce samedi, le président de la transition, Mahamat Idriss Déby, a regretté ces incidents et invité la classe politique à la responsabilité. On l'écoute. Le chef de parti a été convoqué par la justice. Et donc, en tant que chef de parti, qui aspire à devenir un jour président,
la moindre des choses, c'est de répondre à la convocation de la justice. Mais si, au lieu d'aller comme prévu par la loi à la convocation avec ses avocats, il mobilise des innocents, je trouve que c'est une façon de ne pas respecter la justice. Et c'est une façon aussi de créer des troubles à l'ordre public. Dès les premières heures de la transition, à notre âme et conscience, nous avons autorisé les manifestations pacifiques. Mais il y a des préalables. C'est de demander une autorisation. Ceux qui ont organisé cette manifestation n'ont pas demandé une autorisation des meetings ou des manifestations. Et malheureusement, c'est les paisibles citoyens qui en prennent le coup. Et je trouve que cela est regrettable. Mais soyez rassurés que au niveau du gouvernement et du Conseil militaire de transition, nous avons toujours essayé de respecter nos engagements, c'est-à-dire la liberté, la démocratie. Rappelons que la convocation au parquet du président du parti, les transformateurs Succès Masra, est repoussée à ce lundi 12 septembre. Ce dernier a confirmé qu'il s'y rendra accompagné de ses partisans. Également dans l'actualité, en Centrafrique, le parti au pouvoir sort du silence et affiche clairement sa position concernant le projet de nouvelle constitution. Dans sa première déclaration publique concernant ce sujet, le mouvement Cœur Uni s'est dit favorable à l'élaboration d'une nouvelle constitution et pour son adoption par référendum, ceci au nom de la souveraineté du peuple. Notons que le 26 août dernier, le président Faustin Archange Touadéra a signé un décret portant création d'un comité de rédaction de la nouvelle constitution. La composition de ce comité demeure pour le moment inconnue. La force régionale mise en place par la communauté des États de l'Afrique de l'Est pour combattre les groupes armés dans l'Est de la République démocratique du Congo sera déployée d'ici peu. Selon les termes de l'accord ratifié entre les États membres, la force de l'EAC aura à sa tête le général de division Jeff Nyaga du Kenya. Elle sera opérationnelle dans cette région pour une période de 6 mois renouvelable chaque fois que le besoin l'exigera. Plus de détails avec Nathalie Mo. La force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est pour la paix sera déployée pour une durée de 6 mois renouvelable à l'Est de la République démocratique du Congo. La durée de la mission de maintien de la paix est-africaine a été dévoilée lors de la signature du statut de la force régionale le 8 septembre 2022 en Tanzanie. Le secrétaire général de l'organisation régionale, Peter Matuki, recommande cependant que la voie diplomatique reste la priorité. That they stabilize that part of the region, which is very important. So that agreement again was. Cet accord a été signé entre la communauté est-africaine et le gouvernement de la RDC. Tous nos États membres disposent désormais de ce document sur la base duquel ils peuvent faire déployer leurs équipes sur le terrain. Mais ce qui est ressorti, c'est qu'étant l'une des options, les canaux diplomatiques doivent maintenant être mis en place. One of the options, diplomatic channels now need to be put in place. La RDC et la communauté d'Afrique de l'Est ont établi le quartier général de la force ainsi que son état-major. Le général de division Jeff Nyaga du Kenya a été nommé à la tête de la force conjointe est-africaine de maintien de la paix au Congo. The troop contributing countries, right from Southern Sudan, then we have Kenya. Les pays contributeurs de troupes sont le Soudan du Sud, le Kenya, l'Ouganda et le Burundi. Ceux-ci sont déjà engagés à déployer un certain nombre de niveaux de force. Je crois fermement qu'en tant que commandant de la force, ce n'est pas qu'une question de nombre. Il s'agit de la capacité que chaque pays va déployer. Et aussi, vous savez que nous allons mener les opérations conjointement avec les forces armées de la RDC. You are aware we are going to be conducting joint operation together with the armed forces of DRC.
La communauté d'Afrique de l'Est invite la RDC à renforcer son intégration au sein de l'espace communautaire. Le gouvernement congolais doit verser sa contribution financière en tant que pays membre, nommer un juge à la Cour de justice de l'Afrique de l'Est et élire 9 députés à l'Assemblée législative communautaire d'ici fin 2022. Les hommages continuent de pleuvoir dans l'ensemble des capitales de la planète depuis l'annonce de la mort le 8 septembre de la reine Elisabeth II, avec un hommage très appuyé notamment de la part de dirigeants du continent africain qui ont présenté leurs condoléances à Charles III, le nouveau roi d'Angleterre. Mais alors que les condoléances affluent, les sentiments sont très mitigés au Kenya, ancienne colonie britannique. Zara Mohamed Moution. Alors que les hommages à la reine Elisabeth II affluent du monde entier, le sentiment est mitigé au Kenya, ancienne colonie de l'Empire britannique. Une époque marquée notamment, se souvient Jitu Wakaegeri, par la répression brutale du mouvement insurrectionnel des Mau Mau dans les années 1950. Jitu Wakaegeri, aujourd'hui âgé de 98 ans, avait 17 ans à l'époque lorsqu'il a rejoint la rébellion contre la domination anglaise. L'accession au trône de la reine Elisabeth II en 1952 coïncide ainsi avec le début de l'insurrection des rebelles anticoloniaux et des exactions commises par le régime britannique. Si vous voulez vous excuser à l'avenir, vous pouvez le faire, mais on n'oubliera pas. Je ne le ferai pas personnellement. Oublier que j'ai été incarcéré pendant 7 ans avec mon père, je ne peux pas oublier. Je ne peux pas oublier que j'ai laissé mes enfants pendant 7 ans sans nourriture, sans éducation. Je n'oublierai jamais. Le Kenya et la reine, un rapport ambivalent et une relation particulière. C'est ici, à plus de 7000 km de Londres, qu'à l'âge de 25 ans, elle a appris la mort de son père, le roi George VI, et son accession au trône. En ce mois de février 1952, elle effectuait une tournée dans l'Empire aux côtés de son mari, le prince Philippe. Quelques mois après ce voyage, la rébellion anticolonialiste, violemment réprimée par les colons britanniques, coûtera la vie à 100 000 Kenyans. Il y a beaucoup de personnes qui refusent d'être dupes. Nous insistons sur le fait que non, l'histoire doit être racontée telle qu'elle est. Et les blessures n'ont pas cicatrisé. Des communautés entières attendent toujours des excuses et des réparations pour les atrocités commises. L'accession de Charles III au trône d'Angleterre relance le débat sur les victimes de l'Empire britannique. L'actualité sportive à présent avec les résultats de la finale dames de l'US Open qui a opposé la polonaise Iga Swiatek à la tunisienne Ons Jabeur. Cette dernière s'est malheureusement inclinée après 1h51 de match. Une victoire pour la polonaise en 2-7, 6-2, 7-6. Ons Jabeur a raté ce samedi 10 septembre la possibilité de devenir la première africaine à remporter un grand chelem. Une défaite qui l'encourage davantage à atteindre son objectif. On l'écoute. Mon adversaire a été très forte et a mis beaucoup de pression sur moi. Ça ne m'a pas aidé. J'ai essayé d'entrer dans le match, c'était très difficile. Elle jouait vraiment très bien. Pendant le deuxième set, j'avais encore une chance tout comme elle. J'essayais de revenir, mais c'était compliqué. J'aurais voulu mener le jeu et m'appuyer sur mon avantage, mais je n'ai aucun regret parce que j'ai donné tout ce que j'ai pu. J'aurais voulu faire de meilleurs services aujourd'hui et cela m'aurait bien aidé. Mais bon, je vais rester positive et travailler sur mes points faibles. Je voulais montrer que ce n'est pas impossible pour quelqu'un qui vient de mon pays, de mon continent, de décrocher ce titre. Il faut que je continue à m'améliorer et peut-être que dans les années à venir, je pourrai partager mon expérience avec la nouvelle génération, leur montrer un petit peu le chemin. Car je n'aimerais pas qu'ils perdent du temps dans certaines choses, comme moi je l'ai fait simplement parce que je ne savais pas quoi faire à certains moments. J'aimerais donc les guider dans l'espoir de voir émerger de plus en plus de joueurs. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.